Mais c'est-à-dire que moi j'ai toujours été fasciné par l'Est avant d'y aller, avant d'aller même en Bulgarie. Donc pour des raisons très étranges, je crois que la première raison c'était l'alphabet cyrillique. Moi ça me fascinait, l'alphabet cyrillique qui est également en cours en Bulgarie, pas seulement en Russie, dans quelques pays, voilà. Et moi ça me fascinait de voir les matchs de football où on voyait le nom des footballeurs français en cyrillique. Je trouvais ça très, insolent. De respecter une partie des lettres, j'étais jeune, de respecter une partie des lettres et puis de faire n'importe quoi avec les autres. Platini, il y avait 2 N à l'envers, je trouvais que les Russes et les Bulgares en prenaient un peu à leur aise avec notre alphabet, quoi, voilà. Comment la vie avec une femme qui vient du pays de blocus de Varsovie influence la vie de quelqu'un qui n'est pas un artiste, mais quelqu'un d'artistiquement formé? Là où je me retrouve bien, non seulement avec les femmes de l'Est, mais avec les gens de l'Est en général, c'est qu'ils prennent la littérature au sérieux. Plus au sérieux que chez nous, je pense. Ouais. Alors évidemment pour la poésie en Russie ou en Bulgarie, c'est quelque chose d'importantissime. En France aussi, Baudelaire, Verlaine, etc. Mais enfin, c'est pas aussi indispensable que l'air qu'on respire. On a l'impression qu'en Bulgarie et en Russie, la poésie est presque aussi importante que l'air qu'on respire ou l'alcool qu'on boit. Voilà. D'ailleurs, tu es quelqu'un qui préfère, si j'ai bien compris, la littérature étrangère à la littérature contemporaine, je dis française. Un peu comme en Union soviétique, on avait une revue qui s'appelait Inostranная littérature, donc la littérature étrangère. C'était pour nous une espèce de bouffée d'air parce qu'il y avait des apparatchiks de la littérature soviétique et puis il y avait la littérature libre. Est-ce que ça veut dire que quelque part tu te sens comme un soviétique dans la France d'aujourd'hui parce que tu préfères la littérature étrangère qui n'est pas la littérature des apparatchiks français? Non, mais que les choses soient claires. Moi, j'aime beaucoup, évidemment, la littérature française. Il y en a plein, mes rayonnages. Mais c'est vrai que quand on lit en France, on lisait il y a quelques années, on lit encore aujourd'hui, il prend des risques dans ce livre, ou c'est très subversif. Bon, quand quelqu'un de l'autre côté du mur prenait des risques, il prenait vraiment des risques. Il risquait d'aller en prison, il risquait sa vie, il risquait l'exil, il risquait l'internement. Donc c'est une littérature qui était vraiment indexée sur des choses graves. Et il me semble qu'en France, on utilise ces mots avec beaucoup de légèreté. Voilà, des auteurs contre le système, non. Être contre le système littéraire français, moi je l'ai été, je l'ai payé, mais je ne l'ai pas payé de ma vie, je ne l'ai pas payé de ma liberté, même si on m'a fait des ennuis, même si le système français, le système mondain, germano-pratin existe, mais ça n'avait rien à voir. Donc moi j'apprécie chez les gens de l'Est cette manière de donner leur véritable poids aux mots. Il me semble qu'en France, on utilise les mots avec beaucoup de légèreté parfois. Cela dit, il y a des Français qui ont payé de leur vie, comme Jean Adernalier. D'ailleurs, il paraît que tu te compares avec lui dans ton esprit critique. Est-ce que tu as l'intention aussi de mal terminer? Non, j'ai un peu connu Jean Adernalier, mais j'ai jamais eu l'outrecuidance de me comparer à lui, mais on m'a parfois comparé à lui, le côté un peu frondeur, qui n'hésitait pas à s'attaquer aux mandarins des lettres, mais moi, contrairement à lui, je me déplace uniquement à pied ou en métro, jamais en vélo. Donc je connaîtrais peut-être une fin aussi funeste que lui, mais elle ne sera pas similaire. Non, effectivement, c'était un franc-tireur, c'était un provocateur, avec des zones d'ombre aussi. Il y a des choses que je n'ai pas appréciées du tout chez lui, le chantage à Mitterrand vis-à-vis de sa fille cachée, Mazarine, je trouvais ça un peu misérable. Il était parfois victime de son propre personnage. Mais alors là, pour le coup, c'est un personnage à la fois qui prend des risques, en effet, mais très français. C'était un homme qui se payait de mots. On voyait bien qu'il n'y croyait pas lui-même, mais il se laissait étourdir par ses propres mots. Et ça, c'est un truc très français. Nous préférons toujours une phrase bien tournée à une phrase véridique. Et Jean Adernalier représentait cette école tout à fait. Le livre, dont je ne sais même pas comment faire la promotion, parce que le polar, qu'est-ce qu'on peut en dire? On ne peut pas raconter la trame, parce que du coup, on a tout dit et on n'a plus de raison de l'acheter. Mais je peux dire que ça se passe en Bulgarie. Enfin, il y a quand même le fond de la Bulgarie. Oui, moi, bien sûr. même en tant que fille de l'Est, la Bulgarie, je connais
qu'une seule chose, c'est le parapluie de Bulgarie. Ah oui. D'ailleurs, mon papa connaissait Zinedine et que lui a passé 3 ans dans la prison française autour de cette affaire. Mon père était diplomate. Alors, il y a des mythes autour de chaque pays de l'Est. La Bulgarie en a hérité de parapluie. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dans le contexte du livre? Ben c'est curieux parce que tu utilises le mot de mythe. Et il y a eu pas mal d'articles sur ce livre, pas mal de lecteurs qui m'ont écrit. Alors certains sont plus intéressés par le côté polar, hein, c'est un couple qui fuit la mafia bulgare. D'autres sont plus intéressés par l'histoire d'amour, hein, puisque c'est un couple qui se retrouve, ils sont séparés, il y a un Français, une Bulgare, ils sont séparés. Elle a une embrouille, elle est devenue stripteaseuse, elle a une embrouille avec le patron de son club, et elle est traquée, elle va trouver refuge chez son mari. Mais il n'y a personne, encore. C'est le même principe que la lettre volée d'Edgar Poe, c'est le plus évident mais on ne le voit pas, et tu as mis le doigt dessus, c'est le mot mythe. Parce que le livre est en fait basé sur le mythe d'Orphée et d'Eurydice, qui est un mythe bulgare. En fait, Orphée et Eurydice, ça se passe en Thrace, et c'est exactement l'histoire transposée dans un polar d'Orphée et Eurydice. Orphée va chercher Eurydice aux enfers, et on lui dit, tu peux la sortir des enfers, mais il y a une seule condition, ne te retourne pas, sinon elle va être... changé en statut de sel. C'est la même chose. Serge, s'il se retourne sur son passé, s'il se retourne vers Déliana, il y aura une issue tragique. Et il se retourne. Il ne reste plus qu'à aller jusqu'au bout de la tragédie. Mais c'est une tragédie bulgare comme il y a des tragédies grecques. Mais en fait, c'est une réinterprétation du mythe. Donc tu as mis le doigt sur quelque chose qui n'avait jamais été relevé. C'est juste. Apprendrez-vous jamais à ne pas regarder en arrière? Dans ce petit jeu, il y en a qui se changent en statut de sel. Revenons aux femmes. Toujours. Tu as fait connaissance avec ta femme parce que tu étais prof du lycée de français, dans son lycée, si j'ai bien compris. Absolument. Est-ce que tu serais notre Brigitte Macron en masculin? Oui, mais c'est beaucoup moins original dans ce sens-là. Ça se fait beaucoup. Un homme plus âgé avec une femme plus jeune, l'originalité du couple Macron, c'est l'inverse. D'ailleurs, on a un peu de mal à leur pardonner, hein. Apparemment ça se fait pas. Hein. Beaucoup de commentaires sexistes, de commentaires très désagréables pour l'un ou pour l'autre. Pourtant, quand on a un peu d'expérience de la vie, on sait très bien que ce qui se passe dans un couple est très mystérieux, que ce n'est pas explicable, que ce n'est pas possible à transposer dans un autre couple. Voilà ce qui s'est passé dans le couple Macron, voilà ce qui s'est passé dans mon couple, et il y a autant d'histoires que de couples. Es-tu de gauche ou de droite? Moi, je me définirais comme quelqu'un de gauche, mais pas de la bonne gauche, malheureusement. C'est-à-dire de la gauche républicaine, de la gauche antitotalitaire. Au fond, c'est la gauche soviétique. C'est comme chez nous, parce que chez nous, être de gauche, c'est très très mal vu. Ça veut dire être effectivement stalinien. Et quelqu'un qui se respecte, un artiste par exemple, il ne peut être que de droite en Russie. Oui, mais ça je comprends très bien. Je comprends très bien. Moi je suis dans le camp des perdants, pour l'instant. Cette gauche a été complètement mise sous l'été noir. Elle existe presque plus idéologiquement, elle existe presque plus électoralement. Je pense qu'elle peut revenir parce que l'autre gauche est en train de montrer ses limites. Mais de toute façon, il faut que la gauche que je représente l'emporte sur l'autre gauche, sinon ce sera la fin de la République. Donc c'est pas seulement l'avenir de la gauche qui est en jeu, c'est également la République. La question, en fait, elle est parce qu'il y a l'actualité autour du journaliste Nolot qui fait peur à un homme politique, Mélenchon, parce qu'il paraît que Mélenchon ne veut pas parler avec des journalistes intelligents. Est-ce que ça veut dire que les autres journalistes français sont des cons ou est-ce que ça veut dire que le politique Mélenchon prend le peuple français pour des cons? Mais tu es bien placé pour juger de ce que je vais dire, mais quand on a un tempérament totalitaire, comme c'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, on peut l'exprimer, mais il faut quand même tenir compte, non seulement évidemment de son caractère, mais du contexte. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, si Jean-Luc Mélenchon vivait en Corée du Nord, mon sort serait réglé. Ça fait longtemps qu'on n'entendrait plus parler de moi, je serais déjà, je ne sais pas où, mais je ne veux pas le savoir. Là, on est quand même dans une démocratie, donc le tempérament totalitaire trouve à s'exprimer sous des formes plus modérées, plus mineures. Donc là, sous quelle forme ça a pris? Eh bien, il a posé comme condition à la participation d'une émission où je suis présent chaque semaine que je sois absent.
Donc voilà, élimination de l'opposant, pas l'élimination physique, je vais revenir la semaine prochaine, mais en tout cas, on escamote quand même l'opposant. Et puis on essaie de le discréditer par la calomnie et le mensonge. Heureusement, ça se passe en France et pas en Corée du Nord, donc je suis encore là pour répondre à tes questions. Est-ce que tu ne trouves pas que la France, c'est un pays bolchevique? Ah ben en tout cas, c'est un des pays le plus proche du communisme originel. Exact. Quand j'étais en Bulgarie, j'avais des élèves de 15-16 ans. Et puis, c'est très libre, les discussions, malgré le régime qui les surveillait de près, qui me surveillait de près. Et puis, ils me disent, mais monsieur, la France, c'est un pays capitaliste, et nous, on est dans le communisme, c'est très différent. Et à l'époque, c'était les années 86-88, je fais un tableau et je dis, bon, ben, voyons, à qui appartiennent les banques à l'époque? L'État. Les chemins de fer, l'État. Les compagnies d'aviation, l'État. Les banques, l'État. À l'époque, il y avait moins eu de privatisation, donc le secteur étatique était encore plus important. Donc c'est vrai que ça a toujours été un pays bizarre, parce que qui est rangé dans le camp occidental, dans le camp capitaliste, mais qui a cette attirance pour le communisme économique, pour la redistribution aussi, le côté social que pouvaient avoir les bolcheviks. Donc oui, nous sommes un pays très très proche du bolchevisme. Alors il faudrait en prendre seulement les bons côtés et pas trop aller dans les mauvais côtés, parce que là... je ne sais pas s'il y en a des bons. C'est comme... je ne sais pas, le côté étatique, si c'est bien géré, si c'est bien pensé, pourquoi pas. L'éducation, oui. L'éducation. La science était... Cela dit, la science était sous le bâton, tu n'avais pas le choix, mais ça donnait des résultats. Oui. Mais par exemple, évidemment, ça ne valait pas pour la littérature mondiale, mais quand j'étais invité chez les parents de mes élèves, la bibliothèque d'un Bulgare moyen, c'était extrêmement impressionnant. Et évidemment, c'était la même chose en Russie. C'est-à-dire qu'on arrivait, il y avait tous les classiques bulgares, tous les classiques français, tous les classiques anglais, etc. Bon, donc il y avait quand même un côté éducation évidemment très restreint, puisque les livres, certainement, étaient soumis à la censure. Tout ne paraissait pas, loin de là, il y avait beaucoup de livres interdits. Mais quand il y avait une nouveauté, il y avait la queue devant les librairies. Moi, ça me laissait rêveur. À l'époque, non. Enfin, et il y a eu un effondrement quand même depuis les changements, où dans un premier temps, les librairies ont disparu, l'édition a disparu, maintenant ça a été reconstruit, mais les gens n'ont plus cet appétit de la culture, simplement parce que la culture, au sens le plus noble, est entrée en concurrence avec le spectacle. Voilà. Donc il y a quand même, je ne suis vraiment pas un nostalgique de l'ancien régime, hein, pas du tout, puisque... Je comprends. Pour avoir vécu plusieurs années sous ce régime, je sais très bien ce que ça signifiait, mais il y a quand même quelques bonnes choses qui se sont perdues au passage. Il paraît que tu souffres de la maladie, je ne sais plus comment ça s'appelle, quand tu as l'amnésie des visages. Ah, prosopagnosie. Est-ce que ça veut dire que tous les jours, tu fais connaissance de Zemmour ? Alors Zemmour, je le reconnais, parce que si je ne le reconnaissais pas, ce serait une forme très très grave de prosopagnosie. Moi, j'ai une forme assez légère. Mais quand même, il y a des gens que j'ai vus très souvent que je ne reconnais pas. Et puis ensuite, tu entres dans des situations très compliquées parce que tu peux très bien aussi avoir quelqu'un qui s'adresse à toi de manière très familière, comme si tu le connaissais. En fait, tu ne le connais pas. Mais toi, comme tu souffres de prosopagnosie, tu te dis, mais est-ce que je ne suis pas en train de faire une gaffe, etc. Est-ce que cette personne, en fait, je ne la connais pas? Et voilà. Et après, il y a des choses qui sont tragicomiques. C'est que moi, il m'est arrivé de discuter un quart d'heure avec quelqu'un en me raccrochant à chaque indice, en me disant « mais j'ai l'air de le connaître, je l'ai vu quelque part, il me parle de quelque chose », je mène une enquête intérieure tout en répondant. C'est absolument pas ce qui est en train d'arriver, je te reconnais très bien. Je te reconnais très bien. Merci. Alors, tu luttes contre le syndrome, enfin le phénomène de la littérature de mode. Alors, la mode vestimentaire change à peu près tous les 10 ans. On dit, voilà, t'es habillé de façon 70, 80, etc. Quel est l'algorithme de la mode dans la littérature et en quoi, par exemple, l'écrivain à la mode des années 20 est différent des années 0 ou alors encore 90 Dans l'histoire récente, en remontant à partir de l'après-guerre, il y a eu effectivement, c'était même une spécialité française qui s'exportait mondialement, c'était l'écrivain engagé. Bon, ça, nous avons eu des déclinaisons, il y a même eu des matchs Camus, Sartre, etc. On a beaucoup vécu là-dessus. Ensuite, ça aussi, ça a été une spécialité française qui a beaucoup été exportée, c'était le théoricien. La French Theory, qui a essaimé, qui a vraiment beaucoup influencé les campus américains, par exemple, c'est quelque chose, à mon avis, qui est plus important là-bas aujourd'hui qu'ici, donc il y a eu cette deuxième phase. Ensuite, on a eu une troisième phase qui correspondait à un mouvement mondial, mais qui a été très bien illustré en France, on a eu l'autofiction. Personne n'a jamais très très bien compris ce que c'était l'autofiction. Bon, la meilleure
La meilleure définition que j'en ai entendue, c'était un ami roumain qui m'a dit « L'autofiction, c'est l'autobiographie avec la raie de l'autre côté. » Pour moi, c'est un peu ça. Voilà. Donc il y a eu ça. Et puis, on a eu une autre mode qui s'est combinée avec une tendance également française très profonde, c'est que nous ne pouvons pas supporter, mais les Russes sont un peu dans ce cas-là, nous ne pouvons pas supporter de ne pas avoir un écrivain national, un écrivain de référence. Nous avons toujours eu des références, Voltaire, voilà, Voltaire, ça représente quelque chose, Hugo, voilà, avec 1 million de personnes à son enterrement, et on n'arrive pas à le trouver de nos jours. Dans les dernières années, on n'arrive pas à trouver, disons, l'écrivain qui symbolise la France. Donc on l'a inventé, et il s'appelle Houellebecq. Il s'appelle Michel Houellebecq, on a inventé un grand écrivain, et on a décidé qu'il représentait la France. Ce qui est en partie vrai, parce qu'il représente le côté dépressif de la France. C'est un écrivain extrêmement déprimé, nous sommes un pays un peu déprimé, parce que nous étions une grande puissance, nous sommes devenus une puissance très moyenne, et on a beaucoup de mal à l'accepter. C'est très dur pour l'honneur national général et pour l'honneur particulier de chaque Français. Donc on se reconnaît dans le côté dépressif de Houellebecq, qui en plus pousse le luxe jusqu'à présenter une apparence physique délabrée. Il apparaît sans dents, par exemple, ou complètement affalé. Donc il projette au pays l'image que le pays a un peu de lui-même, jusqu'à un certain point. Alors malheureusement, littérairement, c'est très très loin d'être à la hauteur de Victor Hugo ou de Voltaire, mais peu importe, nous avons décidé que c'était notre grand écrivain, donc c'est notre grand écrivain. Donc la mode en ce moment, c'est plutôt la littérature dépressive. Mais Houellebecq, il a commencé avec Jeanne Edernalier d'ailleurs, avec Les Idiots internationales. Bien sûr. Donc ce que je voudrais comprendre, c'est quel est le grand changement de l'écrivain à la mode de l'époque de Jeanne Edernalier, dans lequel Houellebecq était, jusqu'à quand il est devenu le général de la littérature. C'est-à-dire qu'il était même pas un soldat, je ne sais pas comment on dit en français, l'adjudant, enfin le tout petit, le tout petit soldat. Et d'ailleurs un bon soldat, ça me plaît, oui. Un idiot. Le catch-22. Oui, bah oui, il était catch-22, mais il est devenu le maréchal de la littérature. Non, le grand changement, c'est que Jean Edernalier et quelques autres étaient des fous de littérature. C'est des gens qui pensaient qu'un livre réussi, c'est pas seulement un livre qui transmet des idées, mais c'est un livre très bien écrit. C'était des fous de littérature et des fous d'écriture. C'est plus du tout ça avec Houellebecq. Houellebecq pratique l'écriture neutre et une écriture qui n'est plus une écriture littéraire, mais une écriture sociologique. C'est-à-dire qu'il prend quelques thèmes, il combine, et puis il se trouve que ces thèmes sont comme je le disais il y a quelques instants, sont en résonance avec l'humeur du pays, avec les états d'âme du pays. Donc il y a évacuation de la littérature, ils s'en foutent de faire la littérature, et puis il y a aussi l'évacuation de toute transcendance. C'est-à-dire que Houellebecq est un ennemi de toute transcendance. Il veut que, lui, ce qui l'intéresse, c'est de barboter dans l'auge du matérialisme, ce qui est son droit, hein. Moi je suis pour la liberté individuelle, mais il prétend que nous tous, nous devrions barboter dans la même auge matérialiste que lui, que notre idéal de vie, ça soit d'habiter en haut d'une tour du 13e arrondissement, en mangeant des plats surgelés, et puis en ayant pour plus grande joie dans la vie d'arpenter les allées d'un supermarché. Moi, c'est pas comme ça que je vois la vie, voilà. Mais il essaie d'imposer cette dépression à tout le monde. Donc, même dans son dernier ou son avant-dernier livre, il s'attaque à un écrivain que, j'ose dire il s'attaque à un écrivain que j'aime beaucoup, c'est Joris Karl Huysmans. Alors, pour le coup, écrivain fin 19e, début 20e, pour le coup un maître de la langue française. Moi j'ai ses œuvres complètes, chaque phrase est un enchantement, donc très très loin de Houellebecq. Et Joris Karl Huysmans, sur la fin de sa vie, s'est converti au catholicisme et voulait entrer dans les ordres. Tout ça est très très documenté. Moi je ne suis pas un super spécialiste de Huysmans, mais je suis un bon lecteur de Huysmans, je sais ça, beaucoup de gens le savent. Non, Houellebecq vous explique que c'est pas vrai, qu'en fait il voulait rester chez lui, pépère, à déguster des plats faits par sa bonne, et que sa conversion c'était pas sérieux et tout. Alors que tout indique que ça l'était. Pourquoi ? Parce qu'il peut pas supporter que quelqu'un tout d'un coup, après avoir essayé tous les excès de la vie, Huysmans a essayé vraiment beaucoup de choses, même des choses très sombres. Il a été du côté du diable, il a assisté à des messes noires, il est allé très très loin. Tout d'un coup,
il y a eu une porte de sortie vers le haut, c'était la conversion au catholicisme. Eh bien, Houellebecq vous explique dans le livre que non. Et il n'y a pas un critique pour lui rabattre le caquet en lui disant que oui. Mais c'est ça que je trouve qu'il y a, par rapport aux écrivains du passé, il y avait soit une transcendance spirituelle, soit une transcendance idéologique, soit une transcendance littéraire. Je vais faire un beau livre avec des belles phrases. Houellebecq a éliminé toutes ces transcendances. Alors, évidemment, pour moi, ça ne peut pas être notre écrivain national, non. Mais ça peut être notre sociologue national, pourquoi pas. Donc, tu es critique, aussi écrivain, et tu étais éditeur. Oui. Et tu voulais éditer la littérature des péninsules, la littérature balkanique et slave de l'Est. Et cette maison d'édition s'est banquerotée. Oui. Conclusion. Conclusion, je crois que c'est Pauvert qui disait qu'un éditeur qui n'a pas fait faillite une fois n'est pas un éditeur sérieux. Je suis un éditeur très sérieux, mais en fait, il se trouve qu'un jour, les miracles se sont lassés. En effet, au bout de 14 ans, oui, j'ai ça, 14 ans, bon, l'aventure a pris fin, mais au catalogue, il y avait, je crois, 220 livres, 23 langues différentes. Il y a quelques auteurs qui ont été révélés par cette maison d'édition qui s'appelait L'Esprit des Péninsules. Et d'ailleurs, curieusement, c'est des Français aussi. Pierre Jourde, qui est devenu quand même un nom qui compte, est né à L'Esprit des Péninsules, même s'il avait publié une ou deux petites choses avant. Les Bulgares, il n'y en avait quasiment pas. J'ai quand même... mis sur le devant de la scène Jordan Radichkov, qui est un auteur merveilleux, Angèle Wagenstein, qui a gagné le Grand Prix de la littérature à Cognac. Non, mais moi, j'ai pas à rougir de ça, simplement, l'édition, c'est un métier, t'es bien placé pour le savoir, c'est un métier de chien, quoi. C'est un métier extrêmement difficile. Et puis, malheureusement, si on s'en tient à l'Est, Russie, Balkans, je parle de l'Est au sens large, bien central, oriental, Russie, etc., c'est quelque chose à laquelle il est très difficile de convertir les Français, parce que même l'immense littérature russe se réduit pour le lecteur français moyen à quelques noms classiques, Dostoïevski, Tchekhov, qui sont des monstres de littérature, des génies. Enfin, on a beaucoup de mal, comme on a beaucoup de mal à faire croire à l'américain moyen qu'on ne se balade pas avec une baguette et un béret sur la tête, et qu'en fait il s'est passé quelque chose depuis le French Cancan. On a beaucoup de mal à leur faire croire ça. Et pour la littérature russe, on a beau expliquer qu'il y a une littérature russe contemporaine très forte, ou même une littérature du 19e et du début du 20e un peu parallèle, dont on parle beaucoup moins, on a du mal à convaincre le lecteur d'aller y voir de plus près. Donc oui, c'est pas facile. Mais bon, j'ai apprécié qu'après la lenteur de l'édition, j'ai apprécié la vitesse de la télévision. Maintenant, la lenteur de l'édition me manque un peu, donc peut-être que je vais revenir aux affaires un jour. Voilà. Tu as une rubrique dans un magazine VSD, c'est ça, Le Dernier Mot? J'avais, oui. C'est important d'avoir le dernier mot. C'est malheureusement un défaut qui est accentué par les débats télévisés. Je participe à beaucoup de débats télévisés qui sont en général assez nerveux. Et en effet, la tentation est grande d'avoir le dernier mot. Et parfois, c'est un peu enfantin. Et je me reproche de céder à cette tentation, parce qu'il y aurait beaucoup plus de noblesse et même d'intelligence, en fait, à ne pas poursuivre la conversation quand ça ne sert à rien. Il y a des gens devant lesquels il ne sert à rien d'avoir le dernier mot. Et mon côté castagneur l'emporte sur ma sagesse à chaque fois. Et je le regrette. Et c'est arrivé très récemment. Je me suis un peu fâché. J'ai voulu avoir le dernier mot en me fâchant un peu dans l'affaire Mélenchon. Là. J'aurais pas dû. Je trouve que c'est une erreur, parce que c'est une forme de faiblesse. Et il y a des gens devant lesquels le silence est la meilleure réponse. Mais je vais avoir 60 ans le mois prochain, il me reste encore 60 ans pour acquérir cette sagesse dans la deuxième partie de ma vie. Mais les progrès sont très lents, très très lents dans ma sagesse, malheureusement.